Il a soulevé sa jupe sous les lustres de cristal et tout s'est arrêté. La salle brillait comme un diamant dans la nuit. Le gala annuel de la Fondation pour la culture réunissait l'élite. Politiciens en smoking, artistes décorés, milliardaires parfumés à l'arrogance. Et puis elle, Élise, silencieuse, presque invisible, serveuse embauchée par une agence de dernière minute, vêtue d'une robe noire trop sobre pour cette foule de dorures. Elle n'était pas censée être vue, juste flotter entre les tables, porter les verres, esquiver les regards. Jusqu'à lui, Marceau Delcourt, magnat des télécoms, collectionneur de trophées humains, tyran bien habillé avec un sourire huilé. Son rire tranchait les silences, ses yeux jaugeaient comme des armes. Quand il l'a vue, il n'a pas vu une femme. Il a vu une faiblesse à dominer, un jouet à plier sous ses caprices. Elle passait près de lui, tête baissée, plateau en équilibre. Il a tendu la main comme pour saisir un verre. Mais c'est sa jupe qu'il a soulevée, d'un geste rapide, délibéré, théâtral. Le tissu léger s'est envolé. Les conversations ont cessé. L'air est devenu dur. Un rire a tenté de percer, étranglé dans une gorge. Élise, paralysée, ses cuisses soudain exposées au regard des puissants. Le monde suspendu dans ce geste brutal, public, humiliant. Et lui, ce monstre applaudi par la bourse, a souri. Elle n'a pas crié, pas pleuré. Elle l'a regardé, lentement. Et dans ce regard, quelque chose s'est allumé. Pas de la honte, pas même de la peur. Une flamme noire, froide, une promesse. Elle a ramassé le plateau, l'a posé calmement sur la table voisine. Puis elle est partie. Pas en courant, d'un pas digne, presque cérémonial, jusqu'à la porte du fond. Une déesse brisée qui refusait d'offrir le spectacle de sa douleur. Mais ce que Marceau ignorait, c'est qu'en exposant sa chair, il venait de réveiller son âme. Le feu que portait Élise n'était pas né ce soir. Il couvait depuis l'enfance. Depuis les insultes de l'orphelinat, les silences de la rue, les mains d'hommes collées dans les couloirs sombres. Elle avait toujours courbé l'échine, plié sans rompre. Mais ce soir, sous les dorures, elle a brisé le cycle. Dans les jours qui ont suivi, elle a disparu. Aucun témoin ne voulait parler. Les caméras avaient mystérieusement été désactivées. Marceau, dans son arrogance habituelle, en a ri lors d'un dîner télévisé. On ne peut pas éviter les petits accidents de parcours, vous savez. Mais dans l'ombre, quelque chose s'est mis en marche. Élise, silencieuse et méthodique, a décidé de plonger dans la gueule du monstre, de remonter son empire pierre après pierre, mensonge après mensonge. Ce n'était plus une vengeance, c'était une résurrection. Son propre voyage. Un cri ancien gravé dans le présent. Je ne fuirai plus. Le monde avait continué comme si de rien n'était. Le scandale n'existait que dans la mémoire d'Élise, imprimé dans ses chairs, résonnant dans ses nuits sans sommeil. Pas un article, pas une plainte retenue, l'impunité absolue, huilée par le pouvoir. Elle avait pensé parler, elle avait pensé crier, mais tout s'était refermé contre elle comme les mâchoires d'un loup. Dans son petit studio humide du 18e arrondissement, elle observait les murs, gris, comme elle. On lui avait enseigné à ne pas faire de vagues, à se taire, à survivre. Ce n'était pas la première humiliation, mais celle-ci avait été publique, globale. Elle s'était vue dans les yeux de tous ces gens ce soir-là, une chose, une erreur qui dérangeait, un rappel que même dans le luxe, la violence existe, appolie, feutrée. Un soir, dans le silence brisé par la pluie, une voix l'a rappelée, celle d'Awa, une vieille femme ivoirienne, ancienne avocate déchue qui vivait au-dessus de chez elle. Awa lui offrit un thé noir amer comme la réalité et planta ses yeux dans ceux d'Élise. « Tu as vu le monstre. Mais tu ignores encore la bête que tu portes. La vraie question n'est pas « que puis-je faire ?» mais « combien de mois dois-je tuer pour y arriver ?» Élise secoua la tête. Non, elle n'était pas de ce monde-là. Les dossiers, les procès, les manipulations, ce n'était pas pour elle. Elle avait fui tout ça, fui les conflits. Elle voulait juste exister en paix, respirer, manger, dormir, vivre discrètement. Mais Marceau avait piétiné cette discrétion, cette paix fragile. Et maintenant, même son propre silence lui semblait complice. Elle resta enfermée pendant plusieurs jours, à fixer son reflet, à se demander si elle était en train de devenir folle ou de se réveiller. Elle ouvrit une vieille boîte, pleine de papiers, de lettres jamais envoyées, de carnets remplis de phrases griffonnées au fil des ans, des cris étouffés. Elle lut encore et encore, et dans chaque mot, elle reconnut ce qu'elle était en train de devenir,
une femme qui n'avait plus rien à perdre. Mais la peur était là. Elle brûlait derrière chaque idée de vengeance. Que pourrait-elle faire? Se battre contre un empire financier avec un passé cassé et 2 billets de métro en poche? Elle avait vu ce que Marceau faisait à ceux qui s'opposaient à lui. Ruinés, démolis, effacés. Alors, ce soir-là, elle se recroquevilla sous sa couverture, le visage noyé de larmes, les ongles plantés dans sa peau. Et pour la première fois, elle murmura à voix haute « Ce n'est pas à moi de changer ce monde ». Mais dans le couloir, derrière la porte entr'ouverte, Hawa écoutait et souriait doucement. Parce qu'elle savait que c'est toujours au moment où le héros refuse l'appel que son voyage commence vraiment. La pluie s'est arrêtée au petit matin. Paris dormait encore, engourdi sous un ciel blanc de fatigue. Élise n'avait pas fermé l'œil. Elle était assise sur le rebord de la fenêtre, une tasse vide entre les mains, les paupières brûlantes, les pensées en vrac. Tout en elle criait l'abandon, mais quelque chose, une vibration ténue, nouvelle, persistait. Une tension électrique dans sa cage thoracique, comme si quelque chose voulait éclore. C'est ce matin-là qu'Hawa est entrée sans frapper, avec cette manière de vieilles femmes qui ont vu la guerre et ne s'encombrent plus des politesses. Elle portait un vieux manteau en laine et des bottes abîmées, mais dans sa main, elle tenait un dossier en cuir noir relié de cordes fines. Elle le posa sur la table sans un mot. Élise n'y toucha pas. Elle attendit. Hawa, elle, s'assit lentement, croisa les bras et parla sans détour. Il s'appelle Marceau Delcourt. Il a 5 sociétés écrans, un yacht battant pavillon maltais, 2 fondations qui blanchissent ses donations et une liste d'accusations enterrée plus longue qu'un procès à la cour de La Haye. Ce que tu as vécu, c'est une égratignure dans son empire, mais une égratignure qui peut s'infecter. Si on sait où appuyer. Élise ne comprenait pas. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Hawa lui répondit avant même qu'elle ne pose la question. Parce que j'ai essayé, moi aussi, il y a 20 ans. J'ai voulu faire tomber l'un des siens, on m'a détruite. Il m'a fallu une vie pour ne pas devenir un fantôme. Mais toi, tu es encore vivante. Le silence entre elles était dense, chargé d'histoire. Hawa ouvrit le dossier. Des noms, des photos, des liens entre des comptes, des montages financiers, des témoignages cachés. Et au milieu de tout cela, une carte, une invitation à un club privé tenu par un certain Henri Valmont, l'un des plus anciens associés de Marceau. Un homme oublié du public mais maître des coulisses. Il est vieux. Il parle. Et il boit. C'est là que tu dois commencer. Pas pour te venger, mais pour comprendre la machine. Si tu veux la démonter, il faut que tu vois ce qu'il y a derrière le rideau. Élise tourna lentement les pages. Chaque ligne semblait peser une tonne. Elle n'avait aucune formation, aucun plan, juste de la rage et maintenant une carte. Elle leva les yeux. « Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne le fais pas toi-même » Hawa sourit, tristement. « Parce que je suis trop cassé. Et toi, tu es encore souple. Tu plies, mais tu ne casses pas. » Ce soir-là, Élise enfila la robe la plus élégante qu'elle possédait. Une noire, simple, presque trop sage, mais ajustée. Elle se maquilla légèrement pour masquer la fatigue, pour sculpter un masque. Le masque de celle qui appartient, celle qu'on écoute, celle qui sourit dans la tempête. Elle franchit les portes du club à 21h03. Le sol était marbré, le silence saturé de luxe discret. Et au fond, dans un fauteuil en cuir, Henri Valmont sirotait un whisky hors d'âge. Elle n'était plus la serveuse invisible, pas encore la guerrière, juste une femme qui allait écouter, apprendre et commencer à détruire. Le club sentait le bois ciré, la vanille et les secrets bien gardés. Tout y était feutré. La lumière, les conversations, les crimes. Élise avançait lentement, chaque pas résonnant comme un défi lancé à la pièce. Les hommes la regardaient, pas comme on regarde une proie, mais comme on jauge une énigme. Elle ne tremblait pas, ou alors à l'intérieur seulement, assez profondément pour que ça n'apparaisse pas sur sa peau. Henri Valmont, les cheveux argentés et la silhouette fine, la regarda s'asseoir face à lui. Il n'avait pas l'air surpris. Peut-être avait-il deviné. Peut-être avait-il tout prévu. Il sourit, fatigué. « Vous avez ses yeux, dit-il. » Elle haussa un sourcil. Il rectifia. « Marceau, ce feu froid, ce refus de se coucher. Mais vous, vous l'avez sans la cruauté. C'est rare. » La conversation débuta comme une danse, hésitante, curieuse. Élise ne posait pas encore de questions directes. Elle voulait qu'il parle, qu'il se perde dans ses souvenirs. Et il parlait, de l'ancien monde,
des débuts de Marceau, du premier scandale qu'ils avaient étouffé ensemble, d'un journaliste retrouvé mort dans un accident de voiture, malheureux. Chaque phrase était un couteau jeté sur la table, mais l'épreuve n'était pas dans ces mots. Elle était dans ce qu'elle sentait monter, la tentation de fuir, de se lever, de vomir ce monde-là, de hurler. Mais elle ne fit rien. Elle resta jusqu'à ce qu'ils disent « Tu veux le faire tomber, pas vrai ?» Elle serra la mâchoire. Il continua. « Alors écoute, il a un maillon faible, une chose qu'il cache, même à ses associés. Une femme, pas une amante, une sœur, une oubliée, internée à Zurich depuis 15 ans. Silence. Si tu veux le briser, commence par la retrouver. Tu sauras pourquoi il se cache, tu sauras ce qu'il a fait. » Élise partit sans finir son verre. En sortant, elle sentit le monde tourner. Son cœur cognait dans sa poitrine comme un oiseau piégé. Le nom de cette sœur Lucille bourdonnait dans sa tête. Les jours suivants furent une succession de fouilles numériques, d'appels muets, de pistes mortes. Mais elle avançait. Elle apprenait à lire les faux bilans, à repérer les traces. Awa lui montrait comment chercher dans le noir. Puis un jour, elle trouva une clinique privée à Zurich, des archives fermées, et un mot griffonné au crayon rouge dans un vieux registre. Lucille Delcourt, transfert demandé. Motif, risque médiatique. Elle n'était pas morte, juste effacée. Élise prit un train le lendemain. Sans prévenir, elle traversa la France puis la Suisse comme un fil de tension. À son arrivée, la clinique lui refusa l'accès. Alors elle attendit, 3 nuits durant, cachée dans les bois, observant les infirmiers, les patients, les rotations. Et puis elle la vit. Lucille, cheveux blancs trop tôt, silhouette flottante. Mais les mêmes yeux, oui. Marceau n'avait pas pu les lui voler. Élise ne savait pas encore ce que son agresseur avait fait à sa propre sœur. Mais elle savait que la vérité était là, enfermée derrière ces murs. Ce n'était plus une histoire de vengeance. C'était une opération de sauvetage. La 4e nuit, la pluie est tombée comme un glas. Élise ne bougea pas, cachée derrière le rideau humide des arbres, ses vêtements trempés, ses doigts engourdis. Elle fixait cette silhouette qu'elle reconnaissait sans l'avoir jamais connue, Lucille. Chaque soir, à la même heure, elle sortait, accompagnée d'une infirmière, marchait lentement dans le jardin clôturé, le regard perdu vers quelque chose d'ancien ou de brisé. Élise sentit la peur revenir. Non pas la peur d'être arrêtée, ni même frappée, mais celle plus pernicieuse de se tromper. Et si cette femme n'avait rien à dire? Et si elle ne voulait pas parler? Ou pire, si elle ne pouvait plus? Le 5e matin, Élise mit tout ce qu'elle avait dans un sac. Les extraits du dossier, les photos, le nom de Lucille, les comptes offshore connectés à une fondation médicale suisse. Et elle le déposa anonymement dans une boîte postale de l'Obs à Paris. Une sécurité. Un déclencheur au cas où elle ne reviendrait pas. Puis elle entra, pas par l'entrée principale. Elle s'était glissée à travers les grilles techniques par un accès d'entretien étudié des jours durant. Les couloirs étaient propres, vides, presque trop calmes. Et puis, elle arriva devant une porte blanche, sans nom, sans numéro. Derrière, le silence. Elle entra. Lucille était là, assise, regardant la pluie couler sur la vitre. « Vous êtes la fille du silence », murmura-t-elle sans se retourner. Élise s'arrêta net. « Je suis la sœur d'un homme que vous avez connu. » Lucille se retourna, lentement, et dans ses yeux la tempête. « Tu es venu me tuer » demanda-t-elle sans trembler. Élise secoua la tête. « Non, je suis venu comprendre. » Et alors Lucille parla, longtemps, d'un frère aimant, protecteur jusqu'au jour où il est tombé. Pas d'un toit, mais d'un monde. Le monde de l'argent, du contrôle, du pouvoir. Marceau n'avait pas toujours été ce monstre. C'était la peur de perdre qui l'avait dévoré. Quand leur mère est morte, il s'était juré de ne plus jamais être faible, de tenir, à n'importe quel prix. Lucille l'avait vu faire du mal. Elle avait tenté de le dénoncer. Il l'avait fait interner. Pas par haine, mais par terreur. La sienne. Celle d'être trahi par sa propre sœur. Il avait coupé les ponts, fait disparaître les traces, et avait vécu comme si elle n'avait jamais existé. Il m'a enfermé parce que j'étais son dernier lien humain, dit-elle en pleurant sans bruit. Et les monstres ne veulent plus de miroir. Élise ne sut quoi répondre. Son cœur vacillait, toute sa haine fondait. Non pas en pardon, mais en vertige. Elle comprenait enfin ce qu'elle affrontait. Pas un homme, une blessure qui marche debout. C'est ce soir-là que Marceau l'appela. Comment? Elle n'avait aucune idée.
Il n'avait jamais eu son numéro, mais il l'avait eu, toujours. Tu joues à un jeu que tu ne comprends pas, murmura-t-il. Laisse tomber. Je peux t'acheter une vie entière, un appartement, une sécurité. Tu n'as rien, tu n'es rien. Elle resta silencieuse. Il ajouta presque suppliant. Je t'en prie, n'ouvre pas cette porte. Et là, elle sut. Elle n'était plus une victime. Elle était celle qui tient la clé. Le lendemain matin, Paris se réveilla avec une salve de feu dans ses veines. L'article avait été publié. La sœur oubliée, dans l'ombre du magnat Marceau Delcourt, une vérité internée. Le dossier était complet, irréfutable. Les preuves accablaient. Des documents, des dates, des enregistrements. Et au cœur de tout, la photo d'Élise et Lucille côte à côte, floutée partiellement pour leur protection, mais leur regard transperçait la page. L'histoire n'était plus une rumeur, c'était un séisme. Les réseaux prirent feu, les actionnaires paniquèrent. Une plainte fut déposée par une association de victimes silencieuses. Les premières femmes se mirent à parler. 1, puis 2, puis 12. Des serveuses, des employés, des stagiaires. Toutes avaient croisé le chemin de Marceau. Et toutes avaient gardé le silence. Jusqu'à ce que la première ose. Et lui, le tyran des plateaux télé, l'homme d'influence, l'intouchable, avait disparu. Pas un mot, pas une apparition. Juste un communiqué laconique de son avocat. Monsieur Delcourt conteste fermement les faits, mais se retire temporairement de la vie publique. Mais ce n'est pas ça, la révélation. Ce n'est pas ça, le vrai retournement. Élise, elle, était restée cachée. Pas pour fuir, mais pour veiller. Lucille avait été transférée dans une clinique ouverte, accompagnée désormais, soutenue, entourée d'un groupe médical neutre. Awa lui écrivait tous les jours. Et Valmont, il avait disparu lui aussi, mais pas sans laisser une dernière enveloppe à Élise. Dedans, une lettre. Ce que tu as fait, je n'ai pas eu le courage de le faire. Ce n'est pas Marceau qui tombe, c'est le système qui l'incarne. Si tu continues, sache une chose, tu ne seras jamais acclamé, tu seras haï. Car tu as arraché le masque d'un dieu. Et pourtant, ce jour-là, Élise marcha dans la rue. Pas maquillée, pas armée, juste présente. Et les regards ne la fuyaient plus. Certains s'attardaient avec respect, d'autres détournaient les yeux, de honte ou de gêne. Mais elle existait. Elle avait pris sa place dans le monde. Et le soir, une voiture banalisée s'arrêta devant son immeuble. 2 hommes en sortirent. Elle n'eut pas peur. Elle descendit, s'approcha. Le plus grand murmura « Il veut vous voir ». Elle répondit sans frémir « Je sais » et monta. Dans un hôtel particulier discret du 16e arrondissement, éclairé par les seules lueurs d'un feu de cheminée, Marceau l'attendait. Il n'avait plus le même visage, pas celui qu'elle connaissait, pas ce masque d'arrogance lustrée. Il était vieux, comme un roi déchu qui n'avait plus de royaume. Il se leva difficilement, la regarda et dit « Tu as gagné ». Elle secoua la tête, s'approcha. « Non, Marceau, j'ai survécu. C'est différent. » Il vacilla, s'agenouilla, et dans un souffle rauque, les yeux rouges. « Pitié, laisse-moi un endroit où me cacher. Je n'ai plus que la honte. » Elle s'abaissa, le regarda droit dans les yeux, et murmura « Je ne suis pas venue pour t'effacer. Je suis venue pour qu'on arrête d'effacer les autres. » Puis elle se redressa, se retourna et s'en alla, sans fracas, sans cri, juste avec la paix. Elle n'a rien posté sur les réseaux, elle n'a pas fait d'interview, elle a refusé les appels des chaînes de télévision, les propositions de livres, les offres de podcasts sensationnalistes. Élise n'avait pas survécu pour devenir une mascotte. Dans les semaines qui suivirent la chute de Marceau Delcourt, le monde se fendilla. Pas d'explosion, pas de révolution, juste des lignes qui se déplacèrent. Une enquête parlementaire, des entreprises qui coupaient les ponts, un conseil d'administration vidé, des excuses maladroites, des silences pesants, mais surtout une peur nouvelle dans les yeux de ceux qui s'étaient toujours crus invincibles. Et dans tout ça, Élise, elle recommença à marcher sans crainte, elle recommença à dormir sans souhait, mais surtout, elle recommença à écrire. Avec l'aide d'Awa et de quelques femmes comme elle créa un petit cercle, un endroit discret, sans nom public, où d'autres pouvaient venir raconter, pas pour crier vengeance, mais pour qu'on les écoute. Des mères, des étudiantes, des femmes migrantes, des trans, des oubliés. Chacune portait une fracture, chacune cherchait à se recoller sans disparaître. Lucille y vint un jour timidement. Elle prit une feuille, écrivit une phrase. « Je n'ai pas guéri, mais je suis revenue. » Et c'était ça, le miracle.
Pas la chute du tyran, pas les chiffres, ni les gros titres, mais cette capacité à reprendre forme après avoir été déformée. Un matin, Élise marcha seule le long de la Seine, le vent frais, les arbres en fleurs, et pour la première fois depuis des années, elle ne regardait plus derrière elle. Elle ne fuyait rien. Elle était simplement là, debout, vivante, libre. Un homme passa près d'elle. Il lui sourit. Elle ne sourit pas. Elle hocha la tête. Juste ça. Et c'était assez. Le vrai pouvoir n'est pas celui de détruire un monstre, mais celui de refuser de devenir un monstre en le combattant. Et parfois, dans un monde qui a trop fait taire, le courage le plus pur est de parler, même à voix basse, et de rester debout quand on voudrait s'effondrer.